Hello tout le monde. Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous avez déjà regardé ma première vidéo sur Panic! At the Disco et toute l'aventure du groupe, passant du début jusqu'à la fin. Et je vous avais promis une vidéo sur les dramas, donc la voici. Si vous êtes ici parce que vous voulez en apprendre un peu plus sur le groupe, bienvenue. Si vous êtes ici parce que vous adorez les dramas, et bienvenue aussi, hein, j'adore ça, donc on passe à la vidéo. On va commencer par parler de Brent. Vous savez, Brent, le bassiste qui a amené Brandon dans le premier groupe, Pet Salamander. Brent, il s'est fait virer en fait 2 ans après la création du groupe, soit en 2006. On pourrait se demander, mais pourquoi? Sur le coup, je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais on va un peu plus explorer ça en profondeur parce que c'est pas juste oui, non, mais parce que t'évolues pas. Quand Ryan prendra la parole, il expliquera que c'était une décision qui a été prise par le groupe et qui était assez difficile parce que c'est des amis d'enfance et comme ils sont proches, c'est vraiment compliqué de virer quelqu'un comme ça. Donc voilà, ça a été discuté soi-disant. Brandon, il expliquera que Brent, il était pas prêt à progresser musicalement en fait. Il stagnait et le problème c'est qu'il a fallu faire un choix et c'est ce qu'il a dit, c'est que c'était une situation de merde en fait, c'était vraiment une situation de merde qui au final résidait que sur du business parce qu'il fallait absolument qu'ils évoluent pour le groupe. Quant à Spencer, il dira que le problème en fait c'est que Brent il avait un manque de responsabilité et par exemple quand il devait jouer ses parties de basse ou écrire ses parties de basse sur les musiques, il ne le faisait pas. Ce qui se passait c'est que c'était Ryan et Brandon qui faisaient toutes les partitions de basse et qui jouaient donc sur les albums, sur les disques, les parties de basse, en sachant même qu'ils devaient faire des partitions très simples pour que Brent puisse les jouer sur scène, parce que soi-disant, il était incapable de jouer des partitions compliquées sur scène. La réponse de Brent est que, alors le truc c'est que ça n'a pas du tout été discuté parce que ils l'ont appelé, c'est Spencer qui l'a appelé, et Brent savait très bien que Brandon et Ryan étaient là à côté, en haut-parleur, mais ils n'ont rien dit, ils ne se sont même pas excusés. Et Brent en profite pour contredire Spencer en expliquant que non, par contre, j'étais là tous les jours au studio, j'ai enregistré mes parties de basse, et même que j'ai montré quelques petits trucs à Brandon concernant la basse, parce qu'il lui aurait appris à jouer de la basse. Avec tout ça, il y a un nouveau challenger au drama, le frère de Brent. Le frère de Brent explique qu'ils ont utilisé la maison de Brent à la base pour pouvoir jouer gratuitement sans avoir à payer un local pour les entraînements. Brent aurait bel et bien participé à tous les enregistrements et même qu'il aurait prêté une somme d'argent assez considérable à Brandon pour que lui puisse s'acheter un van de tournée. Brandon a dit « Attention, ne t'inquiète pas, je vais te rembourser. » Aujourd'hui, je ne sais pas. Et puis concernant le côté business, effectivement, le fait est de virer Brent permettait d'embaucher John Walker, qui était du coup un musicien de tournée et qui était moins cher. Ce drama a mené à un procès opposant Brent aux autres membres du groupe, où il l'aurait soi-disant gagné. Le problème étant c'est que c'est quelque chose d'assez privé et personnel, donc je ne peux pas prouver ça à 100%, ce ne sont que des dires au final. Le truc c'est qu'on pourrait se dire, ouais, l'histoire de Brent ça se finit là, c'est fini, voilà, tranquille. Non. Brent, il a refait parler de lui en 2021, après qu'il ait traversé 3 voies de circulation en ayant sur lui une arme à feu illégale. Il avait pas mal de drogue, une balance, il avait quand même pas mal de drogue, ça c'est vrai. Et du coup, on pourrait se demander, est-ce que il se serait plongé dans la drogue et l'alcool à cause de tout ça? C'est la question qui pourrait se poser, effectivement. Du coup, on va parler un petit peu des addictions concernant les membres du groupe. Il faut savoir qu'en 2008, Brandon a affirmé qu'à cette période-là, ils prenaient tous des champignons pour pouvoir surmonter un peu cette pression. Petite anecdote, Brandon, il a été diagnostiqué ADHD, qui est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et depuis qu'il est petit, il prend des médicaments, mais il a commencé à stopper les médicaments pour changer ça avec de la weed. Juste une petite anecdote, parce qu'en soi, c'est pas forcément une addiction. Ryan, c'est assez drôle parce que juste après la séparation du groupe, une photo de lui a fuité où il apparaît en compagnie de 3 autres jeunes filles, et sur la table basse de devant, on y voit quelques rails de cocaïne. Le truc, c'est que ça a fait polémique et Ryan a dû s'exprimer là-dessus en expliquant qu'il n'était pas au courant que les rails étaient là parce que cette photo a été prise après une soirée chez un ami où il voulait juste inaugurer le moment et il n'aurait même pas pris de cocaïne ce soir-là. Après,
Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Aucune idée. Et puis il y a Spencer. Spencer, à un moment donné de sa vie, il a commencé à faire des mix d'alcool et de médicaments parce que ça allait pas du tout. Juste une piqûre de rappel, Spencer, il a quitté le groupe officiellement en 2015 afin de combattre ses addictions. Après, il faut aussi tout remettre dans le contexte, parce qu'on n'en parle pas assez. Le problème, c'est que son père a été diagnostiqué SLA, qui est la sclérose latérale amyotropique, qui est une perte progressive des neurones moteurs du cerveau et de la moelle, et c'est la maladie que, par exemple, a Stephen Hawking. À ce moment-là, Spencer, il avait des médicaments en prescription, qui étaient des analgésiques et du Xanax. Le problème, c'est qu'il a commencé à en prendre de plus en plus, en sentant qu'il allait de mieux en mieux. Pendant l'enregistrement du 3e album, il faisait donc à ce moment-là des mix d'alcool et de médicaments, et il se disait qu'en allant au studio travailler que c'était impossible que ses amis, que ses collègues ne le voient pas en fait. Ça se voyait à 3 km qu'il prenait ça quoi. C'est pour ça qu'en 2013, quand il est parti du groupe, il a fait une cure de désintoxication et aujourd'hui ça va beaucoup mieux et même qu'en 2016 il s'est marié. Ce qui est cool, c'est qu'en 2018 il est devenu agent de talent pour Decadence Records avec Pete Wentz et même qu'il a été aperçu dernièrement avec du coup Pete en train de faire du DJ dans une soirée et ça fait plaisir de le voir aussi heureux. Parlons un peu de Kenny Harris. Souvenez-vous, j'en ai parlé en disant qu'il était pas dingue et tout, le gars il est pas ouf. Je vais vous expliquer un peu mieux cette histoire d'agression sexuelle. Le 20 septembre 2018, sur Twitter, une jeune fille fait un post en expliquant que Kenny Harris, pas ouf, et elle a commencé à balancer en fait des informations. Cette fille, à l'époque, quand elle avait 16 ans, elle a envoyé un snap. Tout simplement un snap, une photo, un selfie d'elle, où il y a rien de particulier, c'est juste sa tête, en se disant mais de toute façon il va pas me répondre. Le truc c'est que Kenny Harris, qui était mariée et qui avait un enfant, lui a répondu. Il lui a répondu juste très mignonne. Il lui a demandé aussi quelques selfies en plus et ok pourquoi pas. Sauf que le problème c'est qu'il a commencé à lui demander des selfies un peu plus osés. Elle refusait tout ce genre de photos parce qu'elle ne voulait pas le faire. Le truc c'est qu'en même temps elle voulait pas le dénoncer parce que c'est un musicien de son groupe préféré et elle ne voulait pas le détruire. Aujourd'hui, elle l'a dénoncé en expliquant bien tout, en montrant même des preuves, et elle a reçu pas mal de MP, d'autres jeunes filles qui ont vécu la même chose qu'elle et qui avaient 14-13 ans, qui étaient très jeunes. C'est pour ça que du coup, 2 jours plus tard, après l'annonce le 20 septembre 2018, que Kenny Harris s'est fait virer du groupe. Parlons un petit peu de Dallon Weekes. Il était bassiste pendant 8 ans au sein de Panic! At the Disco et il est parti en 2017. Juste après l'annonce de la fin du groupe, Dallon a modifié quelques descriptions de photos Instagram. À l'époque, sur une photo, on pouvait voir qu'il avait écrit « Quand Brendon Urie m'a tiré dessus avec un pistolet airsoft et qui m'a bien nu ». La réponse de Brendon « Je t'ai bien nu, du con ». Sur le coup, on se dit « c'est marrant et tout », bref. Le truc c'est qu'aujourd'hui il a modifié cette publication quand on m'a tiré dessus avec un pistolet airsoft au milieu d'une musique sur scène et que je devais prétendre que c'était drôle pour garder mon boulot. What? Et du coup on pourrait se demander, est-ce que Brendon et Dallon s'entendent encore? C'est assez étrange quoi. Parce que le souci de Dallon, c'était pas juste une question de modifier des publications, c'est aussi qu'il paraîtrait qu'il était pas très bien payé, et puis surtout, le garde du corps de Brendon a quand même fait une petite agression sexuelle sur sa femme, Yes! On va parler un petit peu de Breezy, la femme de Dallon. Un coup, ils sont allés tous ensemble au cinéma, et elle a entendu Zach dire « Ouais, je vais me mettre à côté de Breezy, parce que comme ça, elle va peut-être même me sucer pendant le film. » What? Donc elle était très gênée, et le problème c'est que Zach, il a poussé tout le monde pour se mettre à côté d'elle au cinéma, et à ce moment-là, elle a remarqué aussi que sur son téléphone, il y avait une photo de verrouillage assez étrange. Genre, pas sa tête à Breezy. Plus bas. C'est-à-dire que sur le téléphone de Zach, on y retrouvait une photo de Breezy en maillot de bain, où c'était littéralement rogné pour pas forcément voir le visage. Cette photo-là, il l'avait récupérée sur une story ou une publication de Breezy sur Instagram, où elle expliquait qu'elle était super à l'aise dans son corps et que maintenant elle mettait son maillot de bain, bref, voilà. Le truc c'est que cette histoire-là, elle ne l'a pas racontée tout de suite à Dallon parce que c'était
vachement gênant à raconter. Après que Zach ait été dénoncé, Brandon va s'exprimer concernant son garde du corps. Le truc, c'est que il a démis de ses fonctions, dû surtout à un boycott des fans, et il explique Brandon qu'il est désolé si quelqu'un s'est senti blessé, qu'aujourd'hui c'est la sécurité des fans avant tout parce qu'il veut pas que quelqu'un se sente mal à l'aise à l'idée de venir à un concert de Panic at the Disco. Il voudrait faire en sorte que les membres, les gens qui travaillent au sein du groupe doivent faire des formations, il veut vraiment que ce soit super réglementé. Le problème, comme il explique, c'est que Zach, avant tout, c'est son ami. Et il peut pas juste dégager un ami comme ça de sa vie. Il va continuer à le voir, il va continuer à le côtoyer, il ne pourra pas le virer de sa vie. En plus, Brandon explique qu'il croit aux secondes chances et il veut pas mettre de côté son ami. On va venir à parler un petit peu de Brendon Urie, le chanteur. Il a été accusé de plusieurs choses. Il a été accusé déjà de racisme pour avoir dit le N-word. Le truc, c'est que ça a été un peu sorti du contexte parce que il faisait une vidéo Vine, parce que sur Vine, il était très populaire dans le sens où les gens le reconnaissaient dans la rue en tant que le gars de Vine. T'es pas le gars de Vine? Bah si, je suis le gars de Vine. Du coup, dans ce Vine, il chantait juste par-dessus une musique qu'il n'avait pas écrite en plus, où il y avait ce N-word. Donc ça a été totalement sorti du contexte et c'est fondé sur rien du tout. Il a été aussi accusé d'être transphobe pour avoir dit le Tesla. Pareil, il faut remettre dans le contexte, parce que il était juste à une interview où il parlait justement de quelqu'un qui avait dit ce mot-là et c'était assez négatif. Le truc, c'est que les gens ont commencé à le lyncher et Brandon s'est excusé donc dans une vidéo, sur un live Twitch, où il explique qu'il n'était pas au courant de ce que voulait vraiment dire ce mot et qu'il est sincèrement désolé et à tel point qu'il s'en est rendu malade. I am so deeply sorry. I felt sick to my stomach when I realized how hurtful that word is. And my ignorance is no excuse. Pareil, c'est quoi? C'est infondé. Il est pas du tout transphobe ou quoi que ce soit et il s'est senti très mal vis-à-vis de ses accusations et de ce qu'il a dit. On va parler un peu de tout le côté harcèlement. Tout ce côté harcèlement, il est surtout visé sur Brandon. J'ai voulu quand même m'y intéresser parce que je comprenais pas pourquoi est-ce que les gens s'acharnaient autant sur Brandon et puis je voulais aussi comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui son compte Instagram et même Twitter, tout ça, il n'y a plus rien, je veux dire, ça a été vidé, ça a été nettoyé. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Je vais commencer déjà en vous expliquant que Brandon, il avait trouvé sa maison de rêve avec sa femme. C'était la maison qu'il voulait, ils étaient fin heureux. Le problème, c'est que des fans ont trouvé cette adresse-là et ont commencé à toquer chez lui, tout ça. L'autre problème, du coup, c'est que Sarah était souvent quand même à la maison, contrairement à Brandon qui lui était souvent en tournée ou en studio ou je ne sais où. Donc ça faisait que Sarah était constamment dans un danger avec des fans mais surtout des haters, donc ils ont dû déménager. J'ai aussi pu noter un gros harcèlement sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des commentaires, alors j'imagine même pas les messages qu'il devait recevoir. Et autre souci, c'est que cet harcèlement c'est aussi mené sur Sarah, sa femme qui n'a rien demandé. Elle aussi a commencé à se faire harceler et c'est pour ça qu'ils se sont complètement retirés des réseaux sociaux pour leur santé. Vous voulez savoir un truc vraiment dégueulasse ? Même leur bébé qui n'était pas né a commencé à avoir du harcèlement. Les gens s'amusaient à se moquer du nom qu'ils pourraient avoir et s'amusaient même à dire « Ouais, Sarah, elle aurait dû avorter ». Enfin, le bébé n'était pas né et il y avait déjà un énorme harcèlement sur lui. C'est infâme, vraiment. Et puis comme j'ai dit auparavant, le problème c'est que les fans vont récupérer des informations, les sortir du contexte et les refoutre dans la figure de Brandon en disant « Ah, t'es raciste, ah, t'es transphobe !» Mais ça va pas. Et j'ai pu noter quand même que c'était beaucoup de gens aussi qui étaient, on va dire, des grands fans de Ryan Ross, de l'époque Ryan Ross. C'est des gens en fait qui vont dire c'était mieux avant, du coup je vais lyncher Brandon. C'est que c'est infâme de faire ça, étant donné sachant que Ryan a quitté le groupe de lui-même. Brandon ne l'a pas forcé ou quoi que ce soit. Donc lyncher un artiste juste parce qu'on n'aime plus autant son contenu qu'avant, je trouve ça vraiment, mais infâme. J'ai aussi pu trouver quelques informations expliquant que Brandon a été accusé d'agression sexuelle, donc ça m'a quand même intéressée parce que c'est probable, pourquoi pas. J'ai pu découvrir que Nicole Rowe, la dernière bassiste, avait fait énormément de recherches pour disculper Brandon parce que c'était vraiment, l'harcèlement était vraiment énorme. Elle avait mis tout ça en story à la une sur son Instagram, malheureusement je n'ai pas pu les voir mais j'ai pu retrouver quelques informations. Elle a fait son enquête, elle a même
contacté des soi-disant victimes avec des comptes qui semblaient un peu faux, hein. Je veux dire, c'était des comptes, il n'y avait rien dessus, qui accusaient Brandon de « il m'a touché l'entrejambe !» et puis le compte, il n'y a rien dessus. Enfin, c'est vrai, c'était assez étrange comme compte. On pourrait supposer des faux comptes. Et dans tout ça, en fait, elle a expliqué que Brandon n'a pas accusé sexuellement qui que ce soit, et le truc, c'est que c'est même lui qui s'est fait agresser sexuellement par des fans. Donc pas l'inverse. Par exemple, le 26 janvier 2017, Brandon et Dallon étaient du coup à ce moment-là à l'aéroport de Sydney en Australie pour reprendre un avion. Il y avait pas mal de fans qui voulaient des autographes et des selfies et Brandon a dit « Ok, mais par contre il faut que moi je puisse continuer à avancer ». Le problème c'est qu'il a commencé à avoir de plus en plus de fans, un énorme attroupement et les gens ont commencé à l'agripper, à soi-disant l'étrangler, qui est faux au final, et il a commencé à se sentir pas bien parce qu'il ne pouvait plus respirer, il ne pouvait plus bouger, il était vraiment pas bien, hein, et il a fait une crise d'angoisse. Il a donné sa valise à Zach, parce que Zach était encore là à ce moment-là, et il s'est mis à courir le plus vite possible pour pouvoir se cacher et pouvoir respirer un petit peu. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Guys, hold on. You're running. No, it's not cool. Who the fuck is Patrick? It's just 5 minutes. I don't want to stop. What if we do over? Ready. We gotta go. I don't even know. Try go. We can't impede, guys. Try go. Ready. What's that? Brandon s'est exprimé sur Twitter pour expliquer son geste, de pourquoi est-ce qu'il a couru, et en expliquant qu'il n'y a pas eu d'agression, il n'y a rien eu de tout ça, mais que c'était trop pour lui à ce moment-là. Les gens aussi l'accusent d'avoir abîmé sa voix, parce qu'il est vrai qu'on peut retrouver quelques vidéos de Brandon où sa voix est cassée, par exemple sur une musique de Queen où il a raté ses notes. Le truc c'est qu'il faut aussi se dire que ça peut arriver à tout le monde en fait. Brandon il est humain comme toi, comme moi, comme tout le monde. Alors oui, effectivement, quand on paye un concert, on veut voir quelque chose d'extraordinaire, mais moi je suis dans l'optique que ça arrive. Il n'y a pas à s'enflammer et à harceler quelqu'un pour ça. Parce que Brandon, certes, il a fait quelques trucs qui étaient peut-être pas cool dans le passé, mais il a aussi fait pas mal de choses qui sont super cool. Par exemple, son association, Highest Hope Foundation, qui a permis de récolter pas mal d'argent. Il a même créé une marionnette, Bibo, où les petits doudous comme ceux-là étaient vendus au concert et tous les bénéfices allaient justement à cette association. Donc je sais pas vous, mais est-ce que tout ça est légitime? Est-ce que c'est normal d'harceler un artiste juste pour ça? Dites-vous juste que des gens s'amusent à bloquer Brandon sur Twitter juste parce que pour des conneries du style « Ouais, j'ai mal dormi cette nuit, alors je bloque Brandon ». Je vous jure que c'est que des trucs comme ça. « Ouais, j'ai pas eu mes knackis ce midi, alors je bloque Brandon ». Mais vous faites pas ça en fait, ça va pas? Donc voilà, ce sont toutes les problématiques du groupe Panic! At the Disco. J'ai pas trop voulu rentrer en profondeur parce qu'il y a d'autres petits trucs, mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir ça et de se dire que c'est pas normal que Brandon se fasse harceler, mais pour que qui? Après, libre à vous de penser ce que vous voulez, mais sincèrement, n'allez pas harceler juste un artiste parce que sa voix a cassé pendant une représentation ou parce que à l'époque il a dit une insulte ou je ne sais quoi. Je trouve ça infâme de faire remonter des vieilles informations comme ça pour nuire à la personne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essayerai de ne pas faire non plus que des vidéos de drama comme ça toute seule. Enfin, ce sera à voir, mais j'espère qu'elle vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis zoom.